Pauline d'Alexandre Dumas. Chapitre 1. Vers la fin de l'année 1834, nous étions réunis un samedi soir dans un petit salon attenant à la salle d'armes de Grislier, écoutant, le fleuret à la main et le cigare à la bouche, les savantes théories de notre professeur, interrompues de temps en temps par des anecdotes à l'appui, lorsque la porte s'ouvrit et qu'Alfred de Nerval entra. Ceux qui ont lu mon voyage en Suisse se rappelleront peut-être ce jeune homme qui servait de cavalier à une femme mystérieuse et voilée qui m'était apparue pour la première fois à Fluelen lorsque je courais avec Francesco pour rejoindre la barque qui devait nous conduire à la pierre de Guillaume Tell. Ils n'auront point oublié alors que, loin de m'attendre, Alfred de Nerval, que j'espérais avoir pour compagnon de voyage, avait hâté le départ des bateliers et, quittant la rive au moment où j'en étais encore éloigné de 300 pas, m'avait fait de la main un signe, à la fois d'adieu et d'amitié, que je traduisis par ces mots: « Pardon, cher ami, j'aurai grand plaisir à te revoir, mais je ne suis pas seul et... » À ceci, j'avais répondu par un autre signe qui voulait dire « Je comprends parfaitement ». Et je m'étais arrêté et incliné en marque d'obéissance à cette décision, si sévère qu'elle me parut. De sorte que, faute de barque et de batelier, ce ne fut que le lendemain que je pus partir. De retour à l'hôtel, j'avais alors demandé si l'on connaissait cette femme, et l'on m'avait répondu que tout ce qu'on savait d'elle, c'est qu'elle paraissait fort souffrante et qu'elle s'appelait Pauline. J'avais oublié complètement cette rencontre, lorsqu'en allant visiter la source d'eau chaude qui alimente les bains de Pfeffer, je vis venir, peut-être se le rappellera-t-on encore, sous la longue galerie souterraine, Alfred de Nerval, donnant le bras à cette même femme que j'avais déjà entrevue à Fluelen, et qui là m'avait manifesté son désir de rester inconnu, de la manière que j'ai racontée. Cette fois encore, elle me parut désirer garder le même incognito, car son premier mouvement fut de retourner en arrière. Malheureusement, le chemin sur lequel nous marchions ne permettait de s'écarter ni à droite ni à gauche. C'était une espèce de pont composé de deux planches humides et glissantes qui, au lieu d'être jetées en travers d'un précipice, au fond duquel grondait la Tamina, sur un lit de marbre noir, longeait une des parois du souterrain à 40 pieds à peu près au-dessus du torrent, soutenue par des poutres enfoncées dans le rocher. La mystérieuse compagne de mon ami pensa donc que toute fuite était impossible. Alors, prenant son parti, elle baissa son voile et continua de s'avancer vers moi. Je racontai alors la singulière impression que me fit cette femme blanche et légère comme une ombre, marchant au bord de l'abîme sans plus paraître s'en inquiéter que si elle appartenait déjà à un autre monde. En la voyant s'approcher, je me rangeai contre la muraille afin d'occuper le moins de place possible. Alfred voulut la faire passer seule, mais elle refusa de quitter son bras, de sorte que nous nous trouvâmes un instant à trois sur une largeur de 2 pieds tout au plus. Mais cet instant fut prompt, comme un éclair. Cette femme étrange, pareille à une de ces fées qui se penchent au bord des torrents et font flotter leur écharpe dans l'écume des cascades, s'inclina sur le précipice et passa comme par miracle, mais pas si rapidement encore que je ne pusse entrevoir son visage calme et doux, quoique pâle et amaigri par la souffrance. Alors il me sembla que ce n'était point la première fois que je voyais cette figure.